Je donne la parole à la salle s'il y a des questions à poser, des remarques. Pas de questions? Donc, je donne la parole à professeur Khavesh qui va nous présenter les règles de bonne pratique de l'infirmier dans les services hospitalo-universitaires. Donc, à vous la parole, professeur Khavesh. Vous avez 20 minutes pour la présentation. Merci. Merci professeur Khavesh pour cette acceptation d'invitation et prière de respecter le temps parce qu'on a le déjeuner et on a aussi la prière de Jumu'ah. Merci. Donc, salam alaikum. Donc, je tiens à réitérer mes remerciements pour le comité d'organisation. Donc, au nom de la présidente de l'association de pneumologie de Gadir. Donc, la thématique qui m'a été assignée, c'est les règles de bonne pratique d'infirmier dans un service hospitalier universitaire. Bon, comme vous savez, le contexte CHU, un centre hospitalier universitaire, donc c'est un contexte à la fois, il a par ici fonction la dispensation de soins, tout ce qui est en rapport avec la recherche, mais aussi tout ce qui est en rapport avec les activités, les tâches d'enseignement. Donc il y a une triade en ce qui concerne les fonctions. Donc sincèrement, c'est après beaucoup de temps pour préparer cette présentation, pour recommander aux futurs recrues au niveau des centres hospitaliers universitaires, donc un certain nombre de bonnes pratiques en matière de tout ce qui est en relation avec la pratique infirmière dans des services hospitalo-universitaires. Donc, je me présente, donc je suis professeur Ahmed Khavesh, donc je suis maître de conférence à l'Institut supérieur de profession infirmière et technique de santé d'Agadir, donc je suis docteur en épidémiologie clinique et on va essayer d'enchaîner un certain nombre de connaissances en rapport avec la présente thématique. Donc j'ai commencé avec ce cadre de référence conceptuelle. Donc c'est un cadre conceptuel qui illustre bien entendu un certain nombre de choses en rapport avec tout ce qui est en rapport avec le processus d'acquisition des connaissances et tout ce qui est en rapport avec la production des connaissances scientifiques et la mise en pratique de ces différentes connaissances sur le plan empirique. Donc généralement, ça commence avec tout ce qui est philosophique, la pensée infirmière, les courants de pensée infirmière, les théories, ainsi de suite. Et donc ça commence avec les théories, tout ce qui est connaissance théorique en rapport avec la pensée infirmière, les théories, les courants de pensée, les différents paradigmes phares de tout ce qui est philosophie de soins, les infirmiers. Et par la suite, ça influence tout ce qui est en rapport avec les connaissances. Et ça nourrit bien entendu les sciences infirmières. Et ça influence pratiquement et globalement la pratique empirique dans les infirmiers, dans les services hospitalo-universitaires. Et bien entendu, ces pratiques, ces différentes pratiques infirmières et cliniques, donc ça donne une occasion pour mettre le focus sur un certain nombre de problématiques sur le plan recherche, et ça va de soi. Donc c'est un cycle c'est un processus qui est cyclique, et ça reste, ce n'est pas un processus qui est soi-disant linéaire. Donc concernant les modes d'acquisition des connaissances, donc généralement, le premier mode d'acquisition des connaissances, c'est ce qu'on appelle la tradition. Généralement, c'est une transmission informelle d'une génération à une génération d'un certain nombre de pratiques infirmières dans un service, bien entendu, soit hospitalier universitaire ou bien dans un autre contexte de soins, soit qui relève des réseaux hospitaliers ou bien un autre réseau des établissements de soins de santé primaire. Donc c'est une transmission, soi-disant, informelle. Donc le deuxième mode d'acquisition des connaissances, c'est l'autorité. Donc généralement, un certain nombre de figures sur le plan clinique, soit des enseignants, soit des professeurs en médecine, soit des médecins qui ont une certaine expertise dans la discipline sujet de service hospitalier. Donc généralement, ça transmet un certain nombre soit de connaissances sur le plan savoir, ou bien ça participe dans la transmission d'un certain nombre de connaissances sur le plan empirique. C'est ce qu'on appelle les connaissances procédurales. Donc, par la suite, le deuxième mode de connaissance, c'est l'emprunt. Donc, généralement, les infirmiers, ils peuvent, en quelque sorte, emprunter un certain nombre de connaissances
dans d'autres disciplines, en l'occurrence la médecine par exemple, les disciplines médicales, tout ce qui est en rapport avec les autres disciplines, la psychologie, la sociologie et d'autres. Donc on peut emprunter un certain nombre d'approches sur le plan clinique qui peuvent bien entendu contribuer à l'amélioration de nos pratiques cliniques quotidiennes. Donc une autre approche, ou bien une autre méthode d'acquisition des connaissances ou bien de pratique dans le milieu clinique, donc c'est ce qu'on appelle la procédure ou bien l'approche d'essai-erreur. Donc généralement et pratiquement l'essai-erreur, donc c'est une méthode qui ne colle pas parfaitement avec le modèle humain. On ne peut pas réaliser des actes avec des erreurs ou bien pratiquer des essais et des erreurs. Donc ça reste une méthode qui est en discordance avec les principes éthiques, tout ce qui est recommandation de sécurité, tout ce qui est ligne directrice en matière de sécurité des soins en faveur des patients. Donc c'est une méthode qui est purement empirique, qui consiste à la mise en pratique d'un certain nombre de techniques et la recherche d'un certain nombre de problèmes qui sont issus, bien entendu, de ces pratiques. Donc le troisième, ou bien l'autre mode d'acquisition des connaissances, c'est ce qu'on appelle l'expérience personnelle. Donc généralement, il est lié aux différentes situations vécues par le professionnel de santé. Donc c'est l'expérience professionnelle, ou bien ce qu'on appelle l'expertise professionnelle. Un autre mode d'acquisition des connaissances, c'est ce qu'on appelle le modèle de rôle ou bien le mentorat. Donc généralement, les infirmiers expérimentés, ils jouent un rôle de modèle pour les autres, ou bien les autres infirmiers qui sont nouvellement recrues. Généralement, ils ont un objectif ou bien des fonctions de guide, soit sur le plan technique, soit sur le plan comportemental, c'est-à-dire ils sont des guides ou bien des modèles pour les nouveaux recrues concernant les différences, ou bien le processus d'accomplissement des pratiques ou bien des techniques en faveur avec les pratiques quotidiennes. Donc généralement, le mentorat, il a un rôle purement, il s'inscrit dans une perspective de développement personnel et aussi sur le plan professionnel. Donc le dernier mode d'acquisition des connaissances chez les infirmiers, c'est ce qu'on appelle la philosophie, bien tout ce qui est théorie, paradigme et modèle conceptuel. Donc les infirmières, à travers la lecture et à travers la documentation des ouvrages en ce qui a trait aux philosophies de soins, elles peuvent s'inscrire dans des paradigmes, dans des théories, dans tout ce qui est en rapport avec la conceptualisation autour des soins, de telle sorte qu'ils soient des soins néoma, s'inscrivent dans des modèles de soins néoma holistiques et globalistes. Donc, globalement, l'infirmier qui exerce dans un service hospitalo-universitaire, donc c'est un infirmier ou bien c'est un praticien, l'éradi, et il connaît trois casquettes essentielles. Donc une casquette de soins et de pratique et de dispensation de soins, et une autre casquette d'enseignement et de formation, soit des stagiaires, soit des étudiants, et une autre casquette de recherche pour qu'ils puissent améliorer de manière continue les pratiques cliniques. Donc, je me suis focalisé dans la présente présentation dans ce qu'on appelle la pratique infirmière basée sur l'épreuve, puisque c'est une démarche, ou bien c'est une méthode qui est en parfaite adéquation avec les bonnes pratiques de l'infirmier. Je ne vais pas être trop spécifique par rapport à un certain nombre de pratiques. Il y a beaucoup de disciplines au niveau du CHU, la pneumologie, la neurologie, et ainsi de suite. Donc, j'ai essayé de choisir en quelque sorte ou bien de vous proposer une démarche sur le plan méthodologique et sur le plan recherche. Surtout, on va susciter chez les nouveaux recrues au niveau des services hospitaliers universitaires la réflexion, bien la logique de rester avec tout ce qui est en rapport avec la recherche, avec tout ce qui est en rapport avec l'enseignement et bien entendu avec tout ce qui est en relation avec l'amélioration des pratiques dans le service dans lequel vous êtes recruté.
Donc, comme définition, donc, la pratique infirmière, selon Saget en 1996, donc c'est l'utilisation consciencieuse, explicite, judicieuse des meilleures pratiques ou bien des meilleures preuves actuelles pour prendre un certain nombre de décisions concernant les soins des patients individuels. En d'autres termes, c'est l'utilisation des résultats de la recherche pour informer la pratique. Donc, en gros, la pratique infirmière basée sur les preuves, ou bien ce qu'on appelle l'evidence-based nursing practice, c'est un processus consciencieux, très explicite et très judicieux, parce que ça nécessite toute une démarche, tout un processus, dans la perspective d'arriver en fin de compte à des pratiques qui sont généralement basées sur des résultats ou bien des données probantes. Donc les données probantes, c'est la clé de voûte pour la réussite d'un certain nombre de pratiques dans le milieu clinique. Donc, la pratique infirmière basée sur les preuves, généralement, elle englobe 3 composantes essentielles. Les meilleures preuves externes, l'expertise clinique individuelle et tout ce qui est en rapport avec les valeurs et les attentes du patient. Donc, pour concrétiser les meilleures preuves externes, donc généralement, l'infirmier qui travaille dans un service hospitalo-universitaire, il est dans l'obligation d'être outillé avec un certain nombre d'outils ou bien d'instruments sur le plan recherche et aussi sur le plan méthodologie de recherche et sur le plan méthodologique. Donc, généralement, l'infirmier doit être capable de chercher et d'explorer et de ratisser la littérature qui existe par rapport à une problématique, par exemple, de soins ou de pratiques quotidiennes de l'infirmier. Donc, généralement, les infirmiers, ils cherchent à travers la littérature, à travers l'exploitation des bases de données scientifiques, tout ce qui est en rapport avec les recherches, soit les essais cliniques randomisés, soit tout ce qui est en rapport avec les revues de littérature systématiques et avec méta-analyse, et aussi tout ce qui est en rapport avec les derniers guidelines, ou bien ce qu'on appelle les directives cliniques. Donc ces 3 composantes essentielles, donc généralement font que orientent nos pratiques infirmières de telle sorte qu'elles soient des pratiques fiables, valides, et aussi dotées d'une crédibilité qui est soi-disant parfaite. La deuxième composante de l'evidence-based practice, ou bien l'evidence nursing practice, c'est ce qu'on appelle l'expertise clinique individuelle. Donc c'est une composante qui se base essentiellement sur l'expérience professionnelle, tout ce qui est expertise professionnelle, et aussi sur l'observation et la réflexion sur les cas cliniques. Donc chaque cas clinique, donc il suscite généralement la mobilisation de tout un processus sur le plan réflexif pour l'amélioration des insuffisances et des lacunes en ce qui concerne la prise en charge des différents cas cliniques. Et aussi ça enrichit en quelque sorte nos pratiques quotidiennes et ça va dans le sens d'enrichir cette approche globale de l'evidence-based practice. La troisième composante de la pratique infirmière basée sur les preuves, c'est l'expertise, c'est les valeurs et les attentes du patient. Généralement, la partie prenante la plus oubliée, c'est la composante patient. Généralement, on met le focus sur tout ce qui est souhait concernant la gestion, soit de la douleur ou d'autres soucis par rapport au patient. On cherche généralement à mettre le focus sur les préférences culturelles et religieuses influençant les choix de soins. Et aussi, tout ce qui est très important, c'est de fixer des objectifs sur le plan thérapeutique en concertation et en étroite collaboration avec le patient qui est notre sujet ou bien notre centre d'intérêt de la prise en charge. Donc, globalement, la pratique infirmière basée sur les preuves, donc, elle englobe tout ce qui est recherche et intégration des meilleures données scientifiques qui existent. En deuxième lieu, l'utilisation du propre, ou bien ce qu'on appelle le jugement clinique, c'est à travers tout ce qui est observation et réflexion autour des cas, et bien entendu, la consolidation des compétences en matière de communication, de telle sorte que l'infirmier doit s'assurer des préférences et des attentes qu'ils soient bien comprises pour que l'ensemble, ou bien les infirmiers, intègrent ces préférences et ces attentes et ces objectifs thérapeutiques dans le plan de soins, ou bien tout ce qui est protocole thérapeutique vis-à-vis du patient. Donc l'objectif
de la pratique infirmière basée sur l'épreuve. Donc, c'est l'amélioration des résultats sur le plan clinique, sur le plan psychologique et toutes les dimensions en rapport avec le rétablissement et l'amélioration de la qualité des soins. Le deuxième objectif, bien le deuxième avantage de la pratique basée sur l'épreuve, c'est la maximisation du temps des prestataires et bien entendu tout ce qui est en rapport avec la réduction du coût. Donc, ça va dans le sens de l'efficacité et aussi de l'efficience par rapport à la dispensation de soins. Le troisième avantage, c'est apporter de nouvelles contributions à la science infirmière. Donc, on ne peut pas avancer sans pour autant opter pour ce processus de la pratique infirmière basée sur l'épreuve. Donc, l'amélioration de la science infirmière donc, est conditionnée en quelque sorte à l'exploitation ou bien à l'accomplissement de ce processus dans le cadre de nos pratiques quotidiennes en tant qu'infirmière ou bien infirmière recrutée au niveau d'un service hospitalo-universitaire. Donc, globalement, l'evidence-based practice, donc ça englobe soit les meilleures preuves qui existent, tout ce qui est en rapport avec l'expertise clinique et aussi tout ce qui est en rapport avec les valeurs et les attentes des patients. Donc aussi, pourquoi on opte pour tout ce qui est evidence-based practice, c'est pour des exigences de qualité, tout ce qui est en rapport avec l'amélioration de la qualité des soins, aussi assurer aux patients des interventions les plus sûres et les plus efficaces, et aussi opter pour un raisonnement clinique, c'est-à-dire concrétiser le raisonnement clinique sur les futurs infirmiers et les futurs praticiens sur le plan clinique, et bien entendu, augmenter la confiance des thérapeutes en ce qui concerne l'accomplissement des actes et des pratiques infirmières. Donc rapidement, je passe aux 5 étapes concernant l'accomplissement du processus de la pratique infirmière basée sur l'épreuve. Donc la première étape, il consiste à la formulation d'une question de recherche auquel on peut répondre bien entendu via ce processus, rechercher les preuves ou bien les meilleures preuves qui existent pour répondre à la question. Et la troisième composante, c'est l'appréciation et l'évaluation de ces preuves sur le plan critique, ce qu'on appelle l'évaluation du risque de biais. Et quatrième étape, c'est l'application des preuves. Et la dernière étape, c'est ce qu'on appelle l'évaluation de la pratique. Donc, je commence avec la première étape qui est la formulation de ce qu'on appelle la question de recherche, qui est sujet de notre approche de l'evidence-based nursing practice. Donc, généralement, c'est une formulation de questions qui va s'articuler autour de 4 composantes essentielles. C'est ce qu'on appelle l'acronyme PICO. P, c'est en rapport avec la population, ou bien le problème. I, c'est en rapport avec l'intervention, sujet d'analyse et sujet d'évaluation. C, c'est la comparaison, c'est le bras de comparaison pour vérifier l'efficacité de cette pratique sur le plan clinique. Et O, c'est l'outcome, c'est en rapport avec le résultat obtenu en termes de ce processus. Donc, généralement, PICO, ça nous oriente, bien entendu, pour le choix des différents éléments pour poser une question de recherche du forme. Donc, généralement, PICO, je donne un exemple en pneumologie. Donc, question PICO sur l'asthme chez l'enfant. Donc, P, c'est des enfants âgés de 5 à 2 ans qui souffrent d'asthme. I, c'est en rapport avec l'utilisation des dispositifs d'inhalation de type inhalateur 2 heures avec chambre d'inhalation. Et C, c'est en rapport avec l'utilisation d'un inhalateur 2 heures, doseur sans chambre d'inhalation, c'est le bras de comparaison. Et O, c'est en rapport avec tout ce qui est amélioration sur le plan clinique, soit la spirométrie, soit la réduction des crises, soit en rapport avec tout ce qui est amélioration de la qualité de vie des patients, bien des enfants asthmatiques. Donc PICO, ça nous oriente sur le plan méthodologique pour choisir parfaitement les différents éléments et pour opter pour la recherche dans les bases de données qui sont conçues dans ce sens. Donc la question de recherche, c'est chez les enfants de 5 à 2 ans qui souffrent d'asthme, l'utilisation d'un inhalateur avec chambre d'inhalation, c'est I, est-il plus efficace pour améliorer l'asthme ou bien le contrôle d'asthme chez réduction de crise ou bien l'amélioration des tests respiratoires comparé à l'utilisation d'un inhalateur 2 heures sans chambre d'inhalation.
Donc, c'est notre question de recherche qui va dans le sens, Inch'Allah, il y a une réponse à travers la littérature pour formuler des guidelines ou bien des lignes directrices ou bien des lignes directives pour l'amélioration des pratiques au niveau des services de soins. Un autre exemple en ce qui concerne la bronchopneumopathie chronique obstructive, donc c'est des patients adultes atteints de BPCO et c'est l'exercice physique supervisé, donc c'est l'intervention. C'est en rapport avec les soins habituels sans programme d'exercice physique, ou généralement c'est l'outcome en rapport avec l'amélioration de la fonction pulmonaire et la réduction des symptômes, soit la dyspnée, soit la fatigue. Donc c'est la première étape d'Evidence-Based Practice, c'est la formulation de la question. Donc vous retenez dans vos têtes qu'en quoi la méthode PICO, c'est la méthode la plus efficace pour énumérer les différentes composantes de cette question de recherche. Donc, la deuxième étape, c'est où on va chercher les preuves scientifiques qui sont valides et soi-disant, c'est ce qu'on appelle le gold standard en matière de la pratique, soit infirmière ou bien dans une autre discipline, soi-disant médicale. Donc, généralement, pour chercher les meilleures pratiques ou bien les meilleures preuves qui existent, généralement, on opte pour l'exploitation de ce qu'on appelle les bases de données, soit les bases de données génériques, que vous connaissez déjà, Scopus, PubMed, Sciences Directes et ainsi de suite, soit des bases de données spécialisées en matière de l'Evidence-Based Practice ou Health Evidence-Based Practice. Donc je cite Cochrane, donc c'est la meilleure base de données généralement où généralement les professionnels s'orientent, OTC Seeker, Pedro, TRIP Medical Database et les autres bases de données qui sont généralement ordinaires. Donc Cochrane, OTS Seeker, donc c'est une base de données qui est conçue pour tout ce qui est en rapport avec l'Evidence-Based Practice en matière de l'ergothérapie. Pedro, donc c'est une base de données généralement spécialisée dans tout ce qui est physiothérapie, database, evidence database, et aussi une autre base de données qui s'appelle TRIP Medical Database. Donc c'est une base de données pour tout ce qui est médecine, evidence database. Donc généralement la recherche se fait par les concepts clés, tout ce qui est en rapport avec le choix et l'utilisation des concepts clés, et aussi tout en optant pour l'utilisation de la procédure PICO, population, intervention, comparaison, outcome, et comme ça, vous serez dans l'obligation de mener toute une requête sur la base de données, et par la suite, vous trouverez toute une panoplie de recherches, ou bien d'articles, ou bien des preuves, ou bien des meilleures preuves en ce qui concerne votre problématique qui est choisie au départ. Donc, c'est un exemple de diagnostic et la gestion du diabète chez l'enfant et le sujet jeune. Un autre exemple en rapport avec la comparaison de l'efficacité de la solution, tout ce qui est pansement à base de solution de lidocaïne diluée, en comparaison avec du placebo, dans la gestion et le changement la perception de la douleur lors du changement d'un pansement de brûlure. Donc c'est des études, c'est des essais cliniques randomisés qui sont bien sûr ciblés dans ces databases d'Evidence-Based Practice. Et les professionnels de santé, ils sont dans l'obligation, ou bien généralement, ils tendent vers l'utilisation de ces preuves scientifiques pour l'amélioration des pratiques cliniques dans le terrain ou bien dans le service hospitalo-universitaire. Et une autre étape, c'est l'évaluation critique. Donc, c'est un processus, bien entendu, qui consiste à examiner, évaluer, interpréter les preuves en considérant d'une manière systématique la rigueur sur le plan méthodologique, les résultats trouvés et aussi la pertinence par rapport à votre propre domaine de pratique. Donc c'est une étape qui est très cruciale, qui consiste bien entendu à l'utilisation des grilles d'évaluation des études. Donc généralement on trouve dans la littérature des grilles d'évaluation des études, soit les essais contrôleurs randomisés, on trouve des grilles d'évaluation sur le plan méthodologique de tout ce qui est en rapport avec les études transversales, les études cas témoins, les études de cohorte, et bien entendu tout ce qui est en rapport avec les études quasi expérimentale. Donc c'est un processus qui mérite
ou bien qui suscite l'exploitation de toute une compétence sur le plan méthodologique pour l'évaluation de ces études. Donc voilà, c'est une pyramide de classification des preuves qui existe. Donc au sommet, on assiste à l'existence de ce qu'on appelle les systèmes d'aide à la décision informatique, suivis par des articles summaries en rapport avec des sujets critiquement évalués. Et aussi, en troisième catégorie, c'est les lignes directrices fondées sur des preuves, des articles scientifiques critiquement évalués aussi, et dans la base de la pyramide, on trouve tout ce qui est en rapport avec les études, tout ce qui est en rapport avec les systematic reviews, avec méta-analyse ou sans méta-analyse, et aussi, dans la base de la pyramide, on assiste à l'existence de tout ce qui est en rapport avec les sujets, soit les essais cliniques randomisés, soit les études de cohorte, soit les études de cas témoins, soit les études de cas, soit les séries de cas. Donc, sans trop tarder, j'ai déjà cité ces différentes études et la classification de ces études dans la pyramide. Donc, je vous propose ce modèle conceptuel. Donc, c'est un modèle conceptuel de John Hopkins, donc, qui offre une vision globale, ou bien une logique qui est globale d'utilisation de l'evidence-based practice dans tout ce qui est pratique clinique. Donc, ça donne la combinaison de la pratique, l'enseignement et la recherche, puisque les trois dimensions, c'est des missions principales et c'est des fonctions, c'est des prérogatives principales de n'importe quel centre hospitalier universitaire, l'enseignement, la recherche et la pratique. Et cette pyramide englobe deux composantes essentielles, soit d'exploiter tout ce qui est en rapport avec la recherche, les études soit expérimentales, quasi-expérimentales, et ainsi de suite, et les études qualitatives, comme on l'a été évoqué par notre collègue M. Souri. Et aussi, on peut bien mettre le focus sur tout ce qui est aspect non-recherche, à travers tout ce qui est expertise clinique, tout ce qui est opinion d'experts, tout ce qui est en rapport avec les préférences du client ou bien du patient, et ça donne des bons résultats sur l'amélioration de nos pratiques quotidiennes dans les différents établissements ou bien les différents services hospitaliers universitaires. La quatrième étape la plus essentielle, c'est la concrétisation sur le plan opérationnel, c'est la mise en œuvre et c'est l'application de ces preuves. Donc l'application, c'est très importante. Donc l'application, ça va donner aux différents professionnels qui exercent une vue d'ensemble, une sorte de concrétisation de ces pratiques et aussi d'opter pour l'observation et la réflexion autour de cette étape d'opérationnalisation. Donc l'évaluation, c'est la dernière étape. Donc elle consiste essentiellement à l'évaluation de la pratique, soit par l'instauration d'un système de surveillance des effets indésirables ou des effets de l'intervention, soit en quelque sorte par la fixation d'un certain nombre d'indicateurs d'évaluation des résultats, et aussi, généralement, soit on opte pour la reformulation, soit on opte pour une autre répétition d'autres preuves qui existent dans la littérature et qui vont apporter, bien entendu, une amélioration sur le plan critique. Donc, en conclusion, l'infirmier dans un service hospitalier universitaire, donc puisqu'il travaille dans une entité qui a trois vocations essentielles, la pratique et la dispensation de soins, l'enseignement et la formation d'une nouvelle génération des étudiants infirmiers et infirmières, et aussi tout ce qui est en rapport avec la promotion et l'amélioration de la recherche dans les disciplines infirmières. Donc, elle est dans l'obligation de combiner un certain nombre de compétences et d'habilités et de capacités, puisque notre ami Soubri a parlé de ce qu'on appelle la capacitation. Donc, la première, c'est les compétences sur le plan clinique, en s'appuyant sur tout ce qui est en rapport avec l'evidence-based nursing practice. Aussi, il va travailler sur des approches centrées sur le patient. Il va travailler avec des soins léomorphes individualisés, personnalisés. Aussi, la troisième composante, c'est tout ce qui est en rapport avec la collaboration interprofessionnelle, la communication et les outils de la communication efficace. En cinquième lieu, c'est la gestion de la sécurité des patients, tout en mobilisant un certain nombre de supports, de grilles et d'instruments pour soit concrétiser cette culture de sécurité des soins au sein de service et aussi pour, bien entendu, éviter tout
effets indésirables de ces interventions, sujet de l'evidence-based practice, nursing practice. Le sixième élément, c'est la formation continue. Donc, c'est l'amélioration de nos pratiques à travers la mise en œuvre d'un système, de tout un processus de formation continue. Et la septième composante, c'est la recherche et l'enseignement, puisque la recherche, ça va alimenter sûrement nos pratiques quotidiennes avec des meilleures pratiques qui existent, ce qu'on appelle les gold standards. Sur ce, je tiens à vous remercier pour votre attention et merci.